Si tu as une carence en fer, on t'a probablement dit quelque chose de très simple. Prenez du fer. Et pourtant, beaucoup de personnes atteintes de Mickey se sentent parfois pire après une supplémentation en fer, plus de fatigue, une digestion plus difficile, de l'inflammation qui augmente. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le fer n'est pas un sujet aussi simple que l'on croit et pourquoi dans un contexte inflammatoire, forcer le fer peut parfois faire aussi du mal et parfois plus de mal que de bien. Bien sûr, le fer est indispensable à la vie, il est même essentiel. Au transport de l'oxygène, à la production d'énergie dans les mitochondries, au fonctionnement du système immunitaire. Mais le fer a une particularité majeure, c'est un élément hautement oxydant. Du fer libre peut générer des radicaux libres, du stress oxydatif et des dommages tissulaires. C'est pour cette raison que le corps humain ne laisse jamais le fer circuler comme ça librement. Il est strictement régulé, transporté, stocké, contrôlé. En biologie, tout ce qui est puissant doit être finement encadré et la nature est bien faite. Chez beaucoup de personnes atteintes de Mickey, le problème n'est pas toujours un manque réel de fer. Le problème, c'est un fer que le corps refuse vraiment d'utiliser. En situation inflammatoire, le système immunitaire active une hormone qui s'appelle l'hepsidine. Et l'hepsidine, elle bloque l'absorption du fer au niveau intestinal. Elle empêche aussi la libération du fer stocké dans le foie. Pourquoi? Parce que le fer nourrit aussi certaines bactéries et certains processus inflammatoires. Donc le corps fait ce choix intelligent, il va le mettre le fer en quarantaine. Résultat possible, un fer bas sur le papier, une ferritine perturbée, mais un corps qui bloque aussi volontairement ce fer finalement. C'est pas juste une erreur. C'est aussi une stratégie de défense biologique. Quand on apporte du fer dans un terrain inflammatoire actif, plusieurs choses peuvent se produire. Une partie importante du fer oral n'est déjà pas absorbée et va rester dans la lumière intestinale et irriter la muqueuse, augmenter le stress oxydatif local. Ce fer libre peut aussi modifier le microbiote, favoriser certaines bactéries pro-inflammatoires, entretenir l'inflammation intestinale. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes atteintes de Mickey ne tolèrent pas le fer oral. C'est pas une mauvaise réaction, c'est vraiment une réaction logique dans un terrain, dans un contexte inflammatoire encore plus. Autre point fondamental, tous les fers ne se valent pas. La forme de fer change complètement son absorption, sa tolérance digestive et son impact inflammatoire. Et beaucoup de personnes atteintes de Mickey se voient prescrire du fer sous forme de sel de fer ferreux, comme par exemple le tardiféron. Le problème de ces formes-là, c'est qu'elles sont très peu assimilables et encore moins dans un intestin inflammé. Une grande partie du fer ne va pas être absorbée, va rester dans l'intestin, va irriter la muqueuse, va perturber le microbiote et va entretenir un stress oxydatif. C'est donc pas du tout étonnant que certaines personnes ressentent des douleurs, des ballonnements ou une aggravation des symptômes et de l'inconfort. Ça ne veut pas dire que voilà qu'il faut que le tardiféron est mauvais, mais c'est que c'est pas la forme la mieux assimilable et tolérable, surtout quand on tient compte du terrain inflammatoire. Il y a certaines formes plus récentes, comme les fers chélatés ou bisglycinate, qui sont beaucoup mieux tolérées. Mais même avec une meilleure forme, si l'inflammation est active et l'hepsidine est élevée, l'intestin est abîmé, euh, voilà, ça ne veut pas dire que les réserves de fer vont très bien, très vite, on va dire, bien monter. Changer de forme, oui, mais sans changer le terrain, ça ne va pas suffire. Le foie, c'est aussi l'organe central de la gestion du fer. Il stocke, il redistribue, il libère le fer quand le corps en a besoin. Mais dans un contexte inflammatoire chronique, le foie reçoit des signaux immunitaires constants, l'hepsidine reste élevée, la circulation du fer est bloquée. Le problème, c'est pas donc juste d'ajouter du fer, mais ça va être de comprendre pourquoi le corps réagit comme ça et pourquoi on le perd, qu'est-ce qui se passe. Et avant de forcer une supplémentation en fer, il faut toujours se poser les bonnes questions biologiques. Pourquoi est-ce que l'inflammation est active? Est-ce qu'elle l'est encore? L'intestin, est-ce qu'il absorbe correctement? Le foie peut-il le gérer? Le foie peut-il gérer ce fer? Et le stress oxydatif est-il sous contrôle également? Et surtout la question de l'absorption, l'état de la muqueuse. Comment est-ce que ça se passe? Si on n'absorbe pas, ça va pas être très utile.
Dans beaucoup de cas, quand le terrain s'améliore, le fer remonte aussi spontanément. Et quand on se supplémente, il y a pas de problème, ça remonte bien. Le corps sait gérer le fer quand on lui redonne, voilà, toutes les bonnes conditions biologiques. Donc le fer, c'est pas un ennemi, mais c'est pas non plus la solution miracle. Il est important, c'est un marqueur important, on doit avoir un bon taux de fer et c'est aussi parfois un messager d'un terrain inflammatoire profond. Et tant qu'on comprend pas la logique du corps, dans son ensemble, forcer le fer, voilà, peut aussi faire plus de mal que de bien. Il faut vraiment faire ça dans les bonnes conditions et travailler sur tout le terrain pour que, on puisse aussi remonter le fer de manière durable et surtout, on va dire, se mettre en rémission durable et être bien et bien vivre avec sa pathologie sans symptômes. N'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit Le Cercle Elpida, vous ne serez pas seul, il y a plusieurs choses, des conférences, des immersions qui seront organisées. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est gratuit et le lien est en description sous cette vidéo.